Mesdames et messieurs, bonjour et bon début de semaine à vous partout. Vous vous retrouvez à travers la République démocratique du Congo, partout à travers le monde. Plus que 58 jours nous séparent de la date du 20 décembre, date à laquelle tous les Congolais devront se rendre aux urnes pour voter le nouveau président de la République, de nouveaux députés nationaux et provinciaux. Et pour une première fois, nous aurons une élection des conseillers municipaux. Donc nous sommes à moins de 2 mois. Les tensions se font sentir partout à travers la République démocratique du Congo, même les Congolais de la diaspora, surtout ceux qui sont dans les pays qui devront aussi pour la première fois élire le président de la République et leurs députés. Nous sentons cette pression qui monte ou cette tension qui monte d'un cran. Nous disons, nous restons sereins parce que jusqu'à ce jour, la CENI ne s'est pas encore prononcée sur la non-tenue des élections. À chaque fois que le président Denis Kadima essaye de faire une sortie médiatique, c'est pour assurer aux Congolais que les élections auront bien lieu. C'est vrai que malgré certaines incertitudes ou certaines inquiétudes, je dirais, incertitudes pratiques sur terrain, c'est vrai que tout ne va pas couler comme de l'eau dans une source parce que toute œuvre humaine a toujours eu des imperfections. Mais à 58 jours, le président Denis Kadima continue à rassurer les Congolais que nous aurons des élections. Sa dernière sortie médiatique, nous l'avons suivi sur une chaîne internationale pour citer TV5 et aussi à son retour à Kinshasa. Il a tenu à éclairer la lanterne sur certaines craintes que les Congolais ont pour ces élections de 2023. Sur ce plateau, j'ai un invité, c'est un habitué de ces plateaux, il s'appelle M. Dani Chamala. C'est avec lui que nous allons nous entretenir. Mais en dehors de ces élections qui pourra prendre les 3/4 de cette émission, nous allons aussi parler de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, la grande nouvelle, c'est la nomination du général Edi Kapen qui a été nommé par ordonnance présidentielle. Il est là le commandant de la 22e région militaire, donc il va s'occuper du Haut-Katanga. Certains pensent que c'est une nomination stratégique après la sortie médiatique de John Numbi qui menaçait la République, mais certains pensent que ce digne fils de la République démocratique du Congo ne pouvait pas rester en retraite, surtout que selon certaines sources, que sa retraite a été anticipée vu l'assassinat du feu président Laurent Désiré Kabila. C'est autour de tous ces sujets que nous allons débattre. Et les Ouazalendo qui continuent à se battre, qui sont au four et au moulin. Certaines personnes pensent que si les Ouazalendo se mettent au four et au moulin, c'est par rapport à la léthargie des FARDC. Certains pensent aussi que c'est parce que c'est un sursaut patriotique qu'ils veulent défendre la République démocratique du Congo. Donc tout cela sont des sujets auxquels nous allons débattre sur ces plateaux. Nous sommes lundi 23 octobre, comme je venais de le dire, 58 jours nous séparent de la date des élections. Monsieur Dani Chamala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Non, je vais très très bien. La sphère politique nous amène dans ce qu'il nous amène. Il y a un adage qui dit, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Parce que nous faisons tous partie de cette république ou de cette nation. Les élections, avant d'entrer dans nos questions, à ce jour, à 58 jours avant les élections, quelle approche vous faites de ce processus électoral? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie d'abord de m'avoir encore une fois de plus invité, de participer dans cette grande émission que vous animez. Merci beaucoup. Je salue nos téléspectateurs ainsi que tout notre staff technique qui nous accompagne dans cette émission. Par rapport à la question concernant les élections, je crois que vous êtes parmi le journaliste qui s'acharne jour et nuit pour donner aux Congolais les informations sur l'évolution du processus électoral. Et aussi, vous vous intéressez à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais si j'ai été appelé à vous côté présentement, là, je dirais que vous êtes
le plus grand combattant de ce processus électoral. Merci beaucoup. À chaque fois, lorsque je suis sur votre chaîne de plateau, il ne passe pas 5 minutes sans que la question électorale puisse tomber. Ça nous Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est seulement que si vous suivez le président de la CENI lui-même, M. Kadima, Denis Kadima, il rassure le peuple congolais que non, effectivement, à la date fixée, il y aura des élections parce que tout ce qui s'est fait ici montre exactement que nous sommes dans le respect du calendrier électoral publié par la CENI. Et puis, en dehors de ce respect du calendrier électoral, je suis en train de saluer aussi la détermination de Kadima ainsi que du gouvernement pour que la population congolaise puisse avoir ces élections dans le délai. Vous allez tout simplement constater par le fait que même ceux qui étaient sceptiques à ces élections, ils ont déposé leur candidature. Pour le moment, tous parlent le même langage. C'est non, voilà, il faut me voter, il faut voir ceci, voir cela. Donc, tous les états-majors de partis politiques préparent déjà leur campagne. Et vous allez constater aussi l'agitation dans ces états-majors-là. Donc, vous constaterez même devant les cours et tribunaux, il y a des recours par rapport aux listes qui ont été rejetées. Donc, ça prouve à suffisance que dans le délai convenu, il y aura des élections, malgré tout ce que les gens constatent aujourd'hui pour dire que non, il y a telle ou telle autre situation qui n'est pas encore résolue. Bon, il se réfère peut-être au processus passé, mais seulement je suis en train de constater une touche particulière de Kadima qui ne cherche pas à nous amener dans les chantiers bâtis. Donc, qui montre effectivement que c'est un expert dans ces domaines-là. Malgré tout ce que les gens disent, il y a ceux qui doutaient même de l'effectivité ou la faisabilité ou l'organisation de ces élections. Mais aujourd'hui, ils ont vu que Kadima est vraiment déterminé à nous donner les élections dans le délai. Et c'est pour la première fois en République démocratique du Congo, je crois que vous venez de le dire aussi, que nous puissions avoir les élections à tous les échelons. Donc, ce n'est pas comme les élections qu'on a toujours organisées. Ça, c'est une exception. Que Kadima cherche à mettre un peu les gens d'accord sur sa façon de voir les choses et sa façon ou sa manière de faire. Alors, je suis très confiant par rapport à ces élections. J'appelle tout simplement tous les candidats retenus, proclamés, à ceux qui se préparent régulièrement et convenablement pour affronter les échéances électorales. Donc, nous sommes là. Il y a les élections qui se pointent à l'horizon. Nous devons nous préparer pour ça, pour renouveler notre classe politique. Mais quand Denis Kadima, sur le plateau de CV5, dit qu'un report, c'est aussi un moyen peut-être de trouver une solution si, c'est vrai qu'il est resté dans le conditionnel, si peut-être que le temps lui était imparti. Donc, c'est normal que les gens réfléchissent aussi en termes de report. Est-ce que ce n'était pas une façon pour lui de préparer l'opinion publique par rapport à ces reports qui, aujourd'hui, on doit se le dire, qui se soupçonnent parce que soi-disant que toutes les commandes de la CENI ne sont pas encore arrivées en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut espérer à un report si réellement que toutes les commandes de la CENI, de kits électoraux bien sûr, n'arrivaient pas à temps? Oui, monsieur le journaliste, vous savez, nous les juristes, des fois, nous avons toujours l'habitude de mettre certaines réserves dans certaines conventions lorsque nous les rédigeons. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que nous appelons de cas fortuits, de cas de force majeure. Effectivement. Cas de force majeure. C'est-à-dire que, prenons par exemple aujourd'hui, s'il y a un cas de force majeure qui a empêché la CENI à organiser les élections au 20 décembre, le report n'est pas indispensable. Donc c'est une possibilité. Mais seulement que, selon la CENI, les élections doivent être organisées dans le délai. Mais au cas où il y a un cas de force majeure, ça n'exclut pas à ce que les élections soient reportées pour 1, 2 mois ou 3 mois, voire une année, c'est pas impossible. Donc, ça dépendra de ce cas de force majeure qui peut être
être discuté par la CENI, parce que c'est la CENI qui est le pouvoir organisateur de ces élections-là. C'est à la CENI de nous dire, par exemple, que j'ai rencontré telle ou telle autre difficulté. En ce moment-là, je ne saurais pas dans ce délai-là organiser les élections. Mais jusqu'à ce jour, vous avez calculé bien, très bien d'ailleurs, à 58 jours de la date butoir, Kadima nous rassure qu'il y aura élection à cette date-là. S'il y a un cas de force majeure, la CENI passera toujours pour communiquer afin que la population soit informée qu'à cette date, il n'y aura pas élection, mais nous irons à telle autre date. Donc ce n'est pas impossible de reporter. Et puis reporter, ce n'est pas la première fois pour la République démocratique du Congo de reporter les élections. Je vais commencer d'abord par les élections de 2006. Il y a eu un report aussi. En 2011 même. En 2018, vous comprenez, ces élections de 2018 allaient avoir lieu en 2016. Mais nous avons eu un petit retard de 2 ans. Et voilà que en 2018, nous avons organisé les élections. Et cela nous a amené à ce que nous avons aujourd'hui comme régime. Ça n'a pas dérangé grand-chose pour la République démocratique du Congo. Nous sommes là, la population est là, notre pays est là. Nous sommes en train de faire face à tout ce que nous avons comme problème, comme ça se passe partout ailleurs. Nous sommes un État au milieu des autres. Nous ne sommes pas exemptés de subir la pression de tout ce que nous sommes en train de voir ici. La CENI a validé toutes les candidatures. Il est temps que la Cour constitutionnelle puisse confirmer les candidatures à la présidence de la République, comme le veut la règle. Mais à ce jour, déjà, la Cour constitutionnelle est notifiée par les greffes électorales à travers une requête en vue de l'invalidation de Katumbi pour défaut de nationalité. Du camp Katumbi, ça commence déjà à crier. Ils se disent que Katumbi reste le seul challenger du régime en place et qu'il fait peur au régime. C'est pourquoi on cherche à l'invalider. Surtout que, vu tout ce qui s'est passé, Mazembe devait jouer sa rencontre contre l'Espérance de Tunis hier ici pour je crois, une compétition de la CAF. Tous les biens que la CAF avait commandé qui devaient venir à Lubumbashi ne sont pas arrivés à Lubumbashi, soi-disant bloqués, bien que le gouvernement a réagi un peu plus tard. Mazembe a joué dans un pays voisin. Dans le camp Katumbi, ça crie déjà à un complot. Est-ce que si la Cour constitutionnelle invalidée, ça serait affirmer ce que pense le camp Katumbi, ou nous allons rester dans cette logique de faute de nationalité, c'est-à-dire de nationalité douteuse, alors que à ce jour, il détient un passeport congolais? Oui, monsieur le journaliste, par rapport à cette question, je vais répondre en plusieurs volets. Ah oui. Le premier volet que je vais aborder, je vais tout simplement demander à nos frères et sœurs qui sont tout autour de Charman Moïse Katumbi Chapwe de ne plus politiser la question de l'équipe de Mazembe, parce que c'est une équipe que les Congolais aiment, parce qu'elle fait la fierté de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas prendre les questions sportives les lier à la politique. Les difficultés qu'a l'équipe de Mazembe actuellement ne sont pas liées à ce régime, parce que l'équipe de Mazembe a commencé à avoir des problèmes avant même que Félix Tshisekedi soit président de la République. Vous vous rappellerez, le dernier succès de ce grand club de la République démocratique du Congo date de, je crois, de 2013-2014. Alors, si aujourd'hui il y a de petits problèmes à ce niveau-là, le problème d'organisation, le problème de communication, le problème et tout ça, c'est pas pour la première fois que le match qui devrait se jouer en République démocratique du Congo soit délocalisé. Même pour notre Léopard, nous avons connu de mêmes problèmes. Vous savez qu'il y a eu un moment où Léopard devrait jouer le match ici en République démocratique du Congo et nos stades avaient des problèmes. On a eu à délocaliser ce match-là. Il y a des moments où d'autres matchs ont été délocalisés par rapport à la question sécuritaire. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, ce ne sont pas des questions politiques. Il faut enlever la situation de Mazembe dans ce qui se passe comme question politique en République démocratique du Congo. Chercher à politiser cette question,
c'est dire tout simplement que tous ceux qui sont comme supporters de Mazembe sont effectivement de l'ensemble de M. Moïse Katumbi. Alors que moi qui vous parle ici, je suis fanatique de Mazembe. Je suis fanatique de Mazembe. Le sport est au-delà de nos convictions politiques et de tout ce que nous faisons comme politique en République démocratique du Congo. Le président de la République en tant que Congolais, ou le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, chacun supporte au moins un club en République démocratique du Congo. On n'est pas obligé d'être tous les fanatiques de Mazembe, de Vita, de Sangaba Lende, de Chinkunku, il y avait même d'autres équipes, je ne sais pas, Sodikraf ici à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Voilà. Alors, il y a des Mabouilou, il y a plusieurs équipes en République démocratique. Donc, chacun peut supporter n'importe quel club. Et ça ne veut pas dire que, comme le président de la République et là, donc, il est contre Mazembe ou le Premier ministre ou quoi que ce soit. Non, ce sont des clubs qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas lier la question de Mazembe à la politique. Une certaine opinion a affirmé que Kadima s'est dédouané, il a jeté la balle à la Cour constitutionnelle. Oui, je reviens par rapport à la question. J'avais dit que j'allais répondre à plusieurs volets. Le premier volet, c'était d'abord pour demander à ce que les gens ne puissent pas prendre la question de Mazembe pour lier ça à la politique. Non, ça, le sport est vraiment au-dessus donc de tout ça. Alors, par rapport à la candidature de M. Moïse Katumbi, il semble que, comme vous venez de le dire là, que la Cour constitutionnelle est saisie par rapport à la candidature de M. Moïse Katumbi. Je vais d'abord parler sans mettre de l'eau dans ma bouche pour vous dire ceci, que les élections sont politiques. Ça, vous devez le savoir. Et que le camp Katumbi doit se préparer à tous les coups possibles parce que nous sommes en politique. Le camp Tshisekedi doit aussi se préparer à tous les coups possibles parce que nous sommes en politique. On ne se fait pas de cadeaux en politique. Vous comprenez? Si le camp Tshisekedi constate par exemple que le camp Katumbi a des choses qui au fait cherchent peut-être à empêcher le camp Tshisekedi d'évoluer avec sa stratégie ou d'aller de l'avant dans tout ça, c'est de la bonne guerre. La politique n'est pas une église. Ça, vous devez le savoir. La politique n'est pas une église. Et si aujourd'hui, on a saisi la Cour constitutionnelle pour l'invalidation de la candidature de M. Moïse Katumbi, la Cour constitutionnelle est là, c'est une église au milieu du village parce qu'il s'agit de la justice. Quand bien même que c'est une haute cour de la République démocratique du Congo, qui est une cour politique. Ça, il faut le savoir. Nous devons savoir ça. Ce n'est pas une cour qui est dans l'ordre judiciaire. Vous comprenez? C'est une cour hautement politique. C'est comme ça que même les magistrats qui sont là-bas, ce ne sont pas des magistrats qui sont nommés selon le magistrat de l'ordre judiciaire. Ce sont des magistrats qui sont nommés sur base des critères politiques. Vous comprenez un peu? Alors, le camp Katumbi doit se préparer à tous ces coups-là. Il faut savoir que Kadima peut recevoir. Parce qu'au fait, le devoir de Kadima se limite à quoi par rapport à cet aspect des choses? Le pouvoir de Kadima se limite tout simplement à la réception de candidats. Vous comprenez? À la réception de candidats. Ils reçoivent tous les candidats qui sont venus avec leur dossier conformément à leur formulaire. Il faut amener le certificat de nationalité, il faut amener tout ce qu'on a exigé par la loi électorale. Une fois que vous avez réuni tous ces éléments-là, vous amenez, vous déposez ce Kadima. Kadima reçoit et il publie la liste de tous ceux qui sont venus. C'est comme ça qu'on appelle cette liste-là, liste provisoire. Maintenant, il appartient à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, maintenant, c'est quoi? La Cour constitutionnelle, maintenant, ne va pas examiner comme Kadima. La Cour constitutionnelle examine. Est-ce que le certificat de nationalité déposé ici, il est valable? Est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il a été obtenu dans les conditions normales et tout ça? Mais s'il y a des gens qui peut-être par leur recherche et tout ça ont eu l'information pour dire que M. Moïse Katumbi détient une autre nationalité en dehors de la nationalité congolaise. Donc ces gens-là, c'est leur droit aussi d'aller saisir la Cour constitutionnelle pour que la nationalité de la candidature de Katumbi soit rejetée par la Cour constitutionnelle. C'est aussi de la bonne guerre. Katumbi ne ferait-il pas peur au régime? Moi, je ne pense pas que Katumbi va faire peur au régime parce que d'abord, je vais vous dire une chose, que Katumbi était avec ce régime.
Katumbi ne s'est jamais séparé de ce régime. Comment il va faire peur? Rappelez-vous, ils ont quitté l'Union sacrée. Katumbi ne s'est jamais séparé de ce régime. C'est ce que les gens voient. Katumbi, moi, je doute jusqu'à ce jour qu'il s'est séparé de ce régime. Pourquoi? Parce que, vous vous rappellerez, Katumbi était avec Martin Fayoul. Il était avec Martin Fayoul. Lorsque le président de la République a fait appel à tous ceux qui devraient concourir à la construction du pays, Katumbi est venu, il a travaillé avec Félix Tshisekedi pendant plusieurs années. C'est au moment où on constate que nous sommes en train d'aller vers les élections que Katumbi va demander à ses ministres de se retirer du gouvernement. Et lorsqu'il a demandé à ceux qui se retirent du gouvernement, combien de ministres ont démissionné? Combien de ministres ont démissionné? Et combien de députés ont quitté l'Assemblée nationale pour rejoindre Moïse Katumbi? Donc, ce sont des choses que nous sommes en train de dire comme ça, mais en réalité, Katumbi n'a jamais quitté l'Union sacrée. Il est de l'Union sacrée. Malgré les déclarations qu'on peut faire de gauche à droite, il y a des ministres qui sont dans l'Union sacrée, là, qui étaient de l'ensemble. Alors, aujourd'hui, dire que Katumbi fait peur à l'Union sacrée, je doute fort. Et je vais vous dire une chose. Katumbi ne peut pas faire peur à l'Union sacrée. Mais pourquoi tout cet acharnement sur sa personne? Les candidats, il y en a 24. Donc, s'il faudra que le président de la République puisse conquérir un second mandat, c'est avec 23 candidats qu'il va se battre. Bien que nous avons vu des candidatures, bon, c'est vrai que chacun de nous a ses libres choix de rêver, mais du moins, Katumbi, c'est quand même parmi des poids qui peut faire face à ces régimes. Donc, c'est peut-être par rapport à ça qu'on veut d'office l'écarter de la course. Oh, ce que je peux répondre par rapport à cette question. Vous savez qu'en 2018, après Félix Tshisekedi, venait Martin Fayoul. Et Martin Fayoul n'a pas désarmé. Il est dans la course. Oui. Vous comprenez? Est-ce que Tshisekedi peut avoir peur de celui qui n'a jamais participé aux élections présidentielles par rapport à celui qui était deuxième en 2018? Si Tshisekedi peut avoir peur, il peut avoir peut-être peur de Fayoul qui venait juste après lui, parce qu'il peut peut-être avoir amélioré son score, que c'est lui qui vient pour la première fois participer aux élections. Et puis je vais un peu dire aux Congolais ce que vous devez savoir. Vous savez, parce que les gens disent toujours non, voilà, en Afrique, lorsqu'on organise les élections, on ne le perd jamais parce que tout ça. Non. Vous savez, les élections telles que nous allons là, nous sommes en train d'aller, j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises, nous sommes en train d'aller aux élections avec un candidat favori. Parmi tous ces gens-là que l'on est en train de vous parler, non, voilà, Katumbi fait peur, tel fait peur. La peur là, c'est seulement les proches de Katumbi qui font croire aux gens que Tshisekedi a peur. Mais Tshisekedi n'a jamais dit qu'il a peur de Katumbi. Et il n'a jamais posé les actes qui prouvent que non, il a peur de Katumbi. Si Tshisekedi avait peur de Katumbi, il ne pouvait pas remettre un passeport à Katumbi. Aujourd'hui, lorsque les gens se disent que non, voilà, il a un passeport congolais, donc il est congolais. C'est un passeport qui lui a été donné par Félix Tshisekedi. S'il avait peur de lui, il allait refuser de lui donner le passeport. Katumbi était en exil. Lorsqu'on organise les élections de 2018, Katumbi s'est limité tout simplement à rester en Zambie ici, à la frontière. Il n'a pas franchi les frontières de la République démocratique du Congo. C'est ce Tshisekedi là qui a pris le passeport et qui a demandé à Katumbi de retourner dans ce pays. Comment doit-il encore avoir peur de ce Katumbi là? C'est seulement l'entourage de Katumbi et ceux qui soutiennent Katumbi qui font croire à la population que Tshisekedi a peur de Katumbi. Tshisekedi n'a jamais eu peur de Katumbi et il n'aura jamais peur de Katumbi. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Je disais ici que les gens disent toujours que non, voilà, en République démocratique du Congo, on organise jamais, en Afrique, on organise les élections pour sans pour autant les perdre. Sans pour autant les perdre. Mais c'est normal, pourquoi? Parce que, tel que nous sommes là, sachez que tous les candidats que vous voyez là, qu'on a énuméré la liste, même si on invalide personne, tous ces éléments, tous ces candidats-là, ils auront peur de nommer, ils auront donc le devoir de nommer un directeur de cabinet et un directeur de campagne. Dans chaque province, ils doivent chercher des directeurs de campagne. Mais ici, Tshisekedi a 26 gouverneurs.
Dans 26 provinces, Tshisekedi a 26 gouverneurs. Et chaque gouverneur parle au nom de Tshisekedi. Et chaque gouverneur bat campagne au nom de Tshisekedi. Les gouvernements provinciaux, tous les ministres provinciaux parlent au nom de Tshisekedi. C'est-à-dire que même si Dieu le Père descendait au ciel, il faut avoir des églises capables de battre cette machine qui est déjà mise en place de par la loi, de par seulement la volonté de la loi. Les 26 gouverneurs là sont des gouverneurs nommés par le président de la République, élus par leur population, mais investis sur base d'une ordonnance du président de la République, et qui sont les représentants du président de la République. Au moment où nous parlons, ils ne parlent qu'au nom du président de la République. Et je ne trouve pas comment quelqu'un qui a 26 gouverneurs, qui a 26 gouvernements provinciaux et qui a 26 assemblées provinciales, donc pour vous, et celui-là puisse perdre ses élections s'il est candidat. Pour vous, Félix Tshisekedi gagne les élections en avance. Les Américains viennent de le dire. Les Américains viennent de le dire. Ils ont dit ceci, que tel que nous sommes en train de voir la situation, de lire la situation en République démocratique du Congo, nous trouvons que Tshisekedi n'est pas en face d'une opposition forte. Donc, sa réélection est déjà passée. Donc, c'est-à-dire que Tshisekedi n'a pas en face de lui quelqu'un qui lui fait peur, parce que aujourd'hui, qu'on ne se voile pas la face, mon frère, tel que je venais de le dire ici, qu'on ne se voile pas la face. 26 gouverneurs de province vont battre campagne pour Tshisekedi. 26 gouvernements provinciaux battront campagne pour Tshisekedi. Les administrateurs des territoires battront campagne pour Tshisekedi. Aujourd'hui, ce qui se passe en l'Est de la République démocratique du Congo, la population n'écrit qu'au nom de Tshisekedi. Alors, tous ces gens-là, vous pensez qu'ils vont voter Moïse Katumbi parce que Mazembe a gagné un billet à 0 ou a gagné 2-0 ou 3-0? Non. Mais pourquoi cet acharnement autour de sa personne? Les gens disent que, vous savez que parmi tous ces candidats-là, chacun a ses problèmes. Vous comprenez? Chacun a ses problèmes. Mais seulement que du côté de Katumbi, il y a une machine qui est mise en place, une communication mise en place pour victimiser Moïse Katumbi. Pour victimiser Moïse Katumbi. C'est comme le cas Matata aussi qui dit voilà. Vous cherchez à le condamner pour qu'il n'aille pas aux élections. Non, en fait, la situation... Vous, c'est-à-dire le régime. Oui, la situation cherche à le condamner pour qu'il ne participe pas aux élections. La situation de Matata a commencé bien avant que Kadima soit président de la CENI. La situation de Matata a commencé au moment où on n'a même pas encore commencé le processus électoral. Dire aujourd'hui que non, voilà, on veut condamner Matata parce qu'il y a ceci, il y a cela, non, c'est de non-sens. Donc ce sont des gens qui cherchent tout simplement à se faire sentir, ou soit à faire plaisir à Matata pour qu'à la fin qu'ils aillent chez lui pour lui dire que non, j'ai parlé de ta part, si je peux avoir quelque chose. Mais à la logique des choses, moi je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a l'acharnement contre Matata parce que politiquement, sur le plan popularité, je doute fort que même en province, ici à Kinshasa, que Matata puisse avoir, même si on met Matata avec Tshisekedi ici à Kinshasa, je crois que sur 100%, Matata, s'il a 5%, c'est-à-dire qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Mais sur le plan popularité, Matata ne peut même pas arriver au chevet de Tshisekedi. Mais on dit que non, il y a l'acharnement. Pour l'acharnement, pourquoi? C'est une affaire que vous avez avec la justice, allez terminer avec la justice. Aujourd'hui, Katumbi, c'est lui qui a déposé la plainte. Ce n'est pas Tshisekedi qui a déposé. Quand bien même je suis en train de voir les gens dire non, c'est lui qui a déposé, il s'appelle Mansanga, et Chivoadi Mansanga, donc il doit être proche de Tshisekedi et tout ça, tout ça. C'est quelqu'un, le monsieur, non, lorsque je suis en train de lire les noms, c'est un monsieur qui a évolué aussi dans le sport. Chivoadi Mansanga. Il a évolué plus dans le sport, il était président de certains clubs en République démocratique du Congo ici. Ils se connaissent aussi avec Moïse Katumbi. Lorsqu'il vous dit des choses, il faut prendre aussi ces choses-là avec beaucoup plus de sérieux parce que c'est quelqu'un qui a évolué dans le monde du sport, c'est-à-dire qu'il était avec Moïse Katumbi. Et ce n'est pas que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Katumbi ou qui ne connaît pas certains dossiers de Katumbi. Et comme je venais de le dire, il faut toujours savoir qu'en politique, tout est possible.
La politique n'est pas une église. Dans la politique, on ne s'amène pas avec la Bible. Dans la politique, on ne part pas avec la morale. Dans la politique, on part, vous êtes mon adversaire. Si je trouve une occasion de vous écraser, je vais vous écraser par tout le moyen possible. Si je trouve l'occasion, je peux vous écraser. Et je doute fort que cela soit alimenté par l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée, à ce que je sais, et ce que je suis en train de voir là, trouve déjà que le chemin est balisé, parce que du côté de l'opposition, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire face à l'Union sacrée. Je constate qu'ils sont vraiment à l'aise, ils sont calmes, ils attendent seulement à cette date-là pour confirmer la victoire de leur candidat. À ce jour, normalement, toutes ces personnes qui ont postulé, qui occupent des fonctions, devaient déjà démissionner. Parce que nous sommes à moins de 2 mois des élections. Mais jusque-là, les démissions ne suivent pas. Tout le monde continue à gérer, bien qu'on soit candidat. Une certaine opinion se pose des questions sur le probable report. Je devais évoquer ça au début, mais la question m'est revenue tantôt. Une certaine opinion pense que tous ces signaux-là, du fait que Madame la ministre du portefeuille avait déjà demandé aux responsables des entreprises publiques qui ont postulé de démissionner, les démissions ne viennent pas. Les ministres qui ont postulé, les démissions ne viennent pas. Une certaine opinion est en train de se poser des questions, se disant que, comme ils sont dans la gestion de la chose publique, ils savent que les élections n'auront pas lieu. Qu'il pourrait y avoir un report, c'est pourquoi ils ne veulent pas vite démissionner, de peur que, si démissionner, et qu'il n'y ait pas élection, qu'ils puissent redevenir chômeurs. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces Congolais qui sont en train de réfléchir de la sorte? Est-ce aussitôt on postule, aussitôt on doit laisser les fonctions de l'État? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je constate que vous avez posé la question et au même moment, vous avez répondu à cette question-là. Pourquoi? Parce que la question que les gens doivent se poser ici, est-ce que ces gens ont refusé de démissionner? Est-ce que ces gens doivent démissionner ou pas? Oui. C'est ça la question. Oui. Et une deuxième question se pose aussi, c'est celle de savoir à quel moment ces gens doivent démissionner. Est-ce la loi dit que une fois que vous postulez, vous démissionnez? Ou la loi a laissé une marge de manœuvre? C'est ça, ce sont ces questions-là que les gens doivent savoir. Lorsque vous démissionnez, lorsque vous postulez, vous êtes candidat président de la République, vous êtes candidat député national, provincial, municipal et quoi que ce soit, et que vous occupez des fonctions importantes dans la gestion de la chose publique. Une fois que vous démissionnez, cela ne vous donne pas les droits ou ne vous oblige pas de démissionner automatiquement. Quand vous postulez? Oui, quand vous postulez. Parce que le président de la République a postulé. Il doit démissionner en tant que président de la République. Lui va battre campagne avec sa qualité de président de la République. Et lorsqu'on va publier les résultats, on publiera les résultats, lui il est toujours président de la République. Même le jour qu'il ira au vote pour voter, il ne votera pas comme président démissionnaire. Il va voter comme étant président de la République. Il va voter. Mais pour le reste, comme la loi a résolu la question, on demande à ce que ces gens puissent démissionner. Quand est-ce qu'ils vont démissionner? Et vous savez pourquoi on demande à ceux qui démissionnent? On demande à ceux qui démissionnent, c'est pour leur permettre à ceux qu'ils aient assez de temps pour battre leur campagne. Et c'est pour empêcher aussi à ce que ces gens puissent battre campagne avec le moyen de l'État. Ils doivent concourir à cette compétition comme tous les autres. Vous comprenez? Je suis Premier ministre et je suis candidat. Et lorsque je dois aller battre campagne, je risque d'aller avec les cortèges pour battre campagne. Vous comprenez? Pour battre campagne en tant que candidat député. Alors que celui-là qui ne gérait pas, il s'amène en un homme libre, l'homme simple, il n'a pas de policiers et tout ça. Nous n'allons pas battre campagne avec le même moyen. Vous comprenez? C'est seulement ça, c'est pour résoudre à cette question-là que la loi a demandé à ce que ces gens-là qui ont postulé puissent démissionner au moment où ils doivent battre campagne. Mais aujourd'hui, la campagne va commencer quand? On va constater que ces gens n'ont pas démissionné lorsqu'il y aura campagne électorale.
c'est alors qu'on va dire que ces gens-là n'ont pas démissionné. Il y a d'autres qui peuvent démissionner à un jour de la campagne électorale. Il y a d'autres qui peuvent démissionner à 10 jours. Il y a d'autres qui peuvent démissionner à 20 jours. Il y a d'autres qui peuvent démissionner à 1 mois. Il y a d'autres qui peuvent démissionner à la veille de la campagne électorale. Du moins, ils ont démissionné. Ils ne peuvent pas utiliser le moyen de l'État. Vous comprenez un peu? Donc, il ne faut pas croire que le fait que ces gens-là n'ont pas encore démissionné, que cela veut dire qu'il n'y aura pas élection ou pas. Non, non, il y aura bel et bien élection en République démocratique du Congo et tous ces gens-là déposeront leur démission. La preuve en est que vous avez d'ailleurs relevé la situation qui s'est passée au ministère de portefeuille pour dire que la dame, la ministre de portefeuille, avait déjà demandé aux candidats de démissionner. Vous comprenez? Mais il n'a pas dit à ces candidats que vous avez 48 heures pour démissionner ou vous avez 24 heures. Il leur a demandé de démissionner. C'est un rappel pour dire que comme vous avez postulé, sachez que vous devez démissionner avant d'aller en campagne. Vous n'irez pas en campagne avec votre casquette de DG ou de conseiller ou de qui que ce soit. Une fois que vous devez aller en campagne, vous devez démissionner pour que vous puissiez concourir avec tous les Congolais au même pied d'égalité. Voilà, merci beaucoup M. Dani Chamala. Nous avons largement évoqué la question sur les élections, bien qu'il y a toujours eu des questions qui peuvent venir, mais nous courons derrière le temps. Nous allons prendre le volet sécuritaire. Apparemment, c'est un jeu de ping-pong. Les Wazalendo se battent contre le M23, soit ce sont eux qui conquérissent les terrains, soit c'est les M23 qui viennent leur ravir les terrains reconquis. Qu'est-ce qui se passe réellement avec ces Wazalendo, qui veut dire pratiquement patriotes? Ils se battent en tant que groupe d'autodéfense. Le gouvernement les reconnaît comme tels, mais ils n'ont pas d'appui parce que je suivis leur responsable, je crois que c'était dans une chaîne étrangère, qui a expliqué comment est-ce qu'ils se battent, c'est-à-dire après avoir conquis un village ou un territoire, c'est quand les rebelles s'enfuient qu'ils récupèrent les munitions et les tenues auxquelles ils se servent. Mais à ce jour, apparemment, le FRDC n'est plus en avant-plan par rapport à cette guerre de l'Est, parce que c'est plus les Wazalendo qui sont à la une de toutes les informations. Est-ce une faiblesse de nos forces armées? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question-là. Ce que nous devons savoir, c'est que les questions sécuritaires, ce sont des questions qu'il faut traiter avec beaucoup plus de prudence, parce que c'est une matière qui est exclusivement réservée à une catégorie de personnes. Mais ce que je peux dire par rapport au Wazalendo, j'avais expliqué, je crois, sur une autre chaîne de télévision, pour dire que il y a une confusion que les gens font toujours entre les Wazalendo comme secte et les Wazalendo comme groupe armé. Effectivement. Voilà. Il y a les Wazalendo secte, il y a les Wazalendo groupe armé. Maintenant, les Wazalendo groupe armé, ce sont des Wazalendo qui étaient aussi parmi tant d'autres groupes armés qui évoluaient en République démocratique du Congo, que le gouvernement cherchait à mettre hors d'état de nuire. Mais aujourd'hui, ils ont pris conscience, ils ont dit, nous ne pouvons pas tuer nos propres frères, nous ne pouvons pas sacrifier nos propres minéraux, notre propre terre, mais nous devons défendre notre terre contre les envahisseurs. Ce sont ces Wazalendo-là que vous voyez jour et nuit en train de se battre avec le M23. Par rapport au gouvernement, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Le gouvernement est dans une logique telle qu'il faut respecter les accords conclus avec la communauté de l'Afrique de l'Est, avec l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et tout ça. Il faut respecter les textes dans ce sens-là. Avec toutes les réunions organisées, les rencontres et tout ça, il était question qu'il y ait un cessez-le-feu entre l'armée régulière ainsi que le M23. Vous comprenez? Ce que le M23 font aujourd'hui, ils justifient ça pour dire qu'ils sont en train de se défendre contre les attaques de Wazalendo. Vous comprenez? Le M23 ne se battent pas contre la force régulière de la République démocratique du Congo. Ils se battent contre les Wazalendo. Et ce que les Wazalendo font aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens, ici à Kinshasa, nous avons
participé à des discours, les gens qui disaient que non, moi je ne suis pas opposant, moi je suis résistant. Et tout ça. Entre autres, il y a Adolphe Mozito qui est résistant, il y a Martin Fayoulou qui est résistant, qui ne sont pas dans l'opposition. Mais voilà ce que les Ouazalendo sont en train de faire. Ce sont des résistants. Ils sont en train de résister contre l'envahissement de leur territoire. Vous comprenez? C'est ça aussi ce que notre article 64 de la Constitution impose aux Congolais. Pour dire que tout Congolais a le droit de défendre son territoire contre toute personne qui veut prendre le pouvoir par force ou l'exercer de cette façon-là. Maintenant, le Ouazalendo constate qu'il y a un groupe d'individus ou le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo pour s'emparer des territoires, commencer à installer son pouvoir là-bas, exercer comme il le veut. C'est comme ça qu'eux aussi se sont dit, nous devons défendre notre territoire. C'est ça l'article 64. L'article 64, ce n'est pas en faisant des marches à Kinshasa et puis aller se limiter au palais du peuple pour dire que c'est ça l'article 64. Non, l'article 64, c'est lorsque vous défendez votre territoire comme les Ouazalendo. Effectivement, ce qu'ils ont dit, parce que c'était la question que beaucoup de gens se posaient, où est-ce qu'ils trouvent leur énergie? L'énergie des Ouazalendo vient de ce qu'ils trouvent, parce que quand ils étaient comme un groupe armé contre la République démocratique du Congo, ils trouvaient la force où? Les armes qu'ils avaient. Ils trouvaient ça au Rwanda. Ils prenaient au Rwanda. C'est le Rwanda qui les armait. Et c'est comme ça qu'ils utilisaient ces armes-là. Les armes qu'ils avaient obtenues du Rwanda et ceux qui continuent à recruter au moment où les M23 sont chassés de leur position, c'est avec ces armes-là qu'ils se battent. Maintenant, dire que l'armée régulière n'est pas en avant-plan, l'armée régulière est en train de respecter les conventions internationales ou les ententes telles que ça a été décidé à Nairobi et en Angola. Donc, jusqu'à ce que on va constater effectivement que le fait n'a pas de sa raison d'être où nous devons intervenir militairement. Je crois que les FARDC vont intervenir parce que pour le moment, je vous assure que les FARDC sont en position de force. Ils peuvent se défendre à toute éventualité. Pour terminer, parce que la technique me fait déjà signe que nous arrivons vers la fin, mais nous allons prendre en quelques minutes la nomination de M. Edi Kapen. Certaines personnes pensent que M. Edi Kapen ne faisait plus partie de l'armée. Donc, pour qu'il soit nommé, on devrait commencer par le réintégrer dans l'armée et puis le nommer. Mais une certaine opinion aussi pense que c'est une nomination stratégique vu la sortie médiatique de John Numbi, surtout que tous, soit de la zone, soit illophones. Votre point de vue? Merci, monsieur le journaliste. Ce que je vais d'abord dire au peuple congolais, c'est que même si votre propre père est général, on ne naît pas militaire parce qu'on est fils de militaire. Tout le monde naît toujours civil et on devient militaire. Et pour devenir militaire, on le devient par la volonté du commandant suprême qui est le président de la République. Donc, aujourd'hui, dire que Edi Kapen ne faisait plus partir de l'armée et comment il est nommé par le président de la République comme étant général, et les gens se limitent tout simplement à parler de la nomination. Non, ils doivent ajouter qu'il est nommé à titre exceptionnel comme général de l'armée. Alors, cette nomination, pour ceux qui connaissent l'armée, ils savent. Pour ceux qui connaissent l'armée. Le président de la République peut te rencontrer sur la route et il se trompe. Il te voit, il te dit, oh, major, parce que tu ressembles à un major, il t'appelle major, tu es major directement parce que c'est lui qui attribue les grades aux militaires, c'est le président de la République. Et le président de la République peut prendre n'importe qui, l'intégrer dans l'armée sur sa volonté suprême en tant que commandant de l'armée. Vous comprenez? Oui. Et aujourd'hui, lorsqu'il nomme M. Edi Kapen, qui ne connaît pas que Edi Kapen, avant qu'il soit déchu, Edi Kapen était militaire et il était colonel. Il avait le grade de colonel avant qu'il soit condamné. Il avait le grade de colonel. Si on le fait général aujourd'hui, à titre exceptionnel,
par le président de la République, vous allez le juger pour dire que pourquoi il a nommé Idi Kapen? Non, il a nommé Idi Kapen à titre exceptionnel comme étant général par rapport à certaines convictions du président de la République. Ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Vous comprenez un peu? Donc, il n'y a aucune juridiction que vous allez saisir pour faire annuler cette décision-là. Ça relève seulement de la compétence du président de la République. Même lui-même, Idi Kapen, s'étonne aussi qu'il soit nommé à titre, et on précise à titre exceptionnel. Donc c'est de la volonté du président de la République. Il voit, il dit non, voilà, il a lu le parcours de M. Idi Kapen et il a vu tout ce que M. Idi Kapen a fait dans sa vie en tant que militaire. Il a dit non, je peux nommer ce militaire ici. Et en plus de cela, ce n'est pas seulement parce qu'il est Idi Kapen, non. Le président de la République a les informations sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Okay. Et il sait quel pion il peut utiliser. Tel que vous êtes là en tant que journaliste, le président de la République peut se saisir un jour de ta question. Il dit non, voilà, amenez-moi Alain là, je vais lui placer comme ministre de la presse, communication et presse. On ne va pas lui demander pourquoi vous avez fait ça. Ça relève de lui. Vous comprenez? Les nominations de ces officiers-là, ça relève du président de la République. Aujourd'hui, quand il l'a fait et il le sait pourquoi. Et vous verrez aussi, cette nomination-là va porter les fruits. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, il y a au Katanga, là, il y a certains bruits, voilà, les Bakatakatanga et tout ça. Idi Kapen étant fils du terroir, il connaît la situation qui est là. Et sur le plan sécuritaire, c'est quelqu'un qui a fait quand même de preuves. Il peut maîtriser cette situation sur le plan sécuritaire. Alors nous devons lui donner cette chance-là et ne pas trop polémiquer là-dessus parce qu'il n'y a personne qui va changer cette décision qui est déjà tombée. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est par ces mots de M. Dani Tchambala que nous allons mettre un point final à cette émission. Nous avons retenu que la nomination de M. Idi Kapen, c'était à titre exceptionnel. Vous qui continuez à vous poser des questions, ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Vous nous avez suivis de partout, vous qui nous avez pris à court de chemin. Si vous voulez nous suivre, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Fondation Maloua Télévision. Mais je ne peux pas terminer cette émission sans souhaiter un heureux anniversaire à mon frère. Il s'appelle Regan Kimbanks. Certaines personnes l'appellent le jury. Donc, heureux anniversaire à toi et que le Dieu du ciel continue à te combler de sa grâce et que cette journée soit encore, cette année qui s'ajoute soit encore plus meilleure que les années antérieures. Merci beaucoup à l'équipe technique. Je vois Enoch Mafuka et à Junior Santos, un Angolais perdu en République démocratique du Congo, et Geller Mouya à la régie finale. On se retrouve demain à la même heure avec un autre invité. Bye bye.